Je l'ai aussi. Donc ce travail intitulé Méthode robuste de tatouage des images numériques, basé sur la combinaison de la SVD et DCT en utilisant la notion du bloc optimal. Donc tout d'abord, on va commencer par une petite introduction et définir la problématique du sujet. La solution envisagée, qu'est-ce que le tatouage ou bien le watermarking, le principe du tatouage, les techniques de décomposition que nous avons utilisées. On va montrer l'approche proposée, les résultats expérimentaux et on va terminer par une conclusion et des perspectives. Donc, on vous savez que la protection de la propriété intellectuelle est devenue récemment un besoin très pressant, surtout avec l'évolution rapide des techniques de transmission numérique. La protection de l'intégrité des images, ou bien vidéo, ou bien son, avec la gestion des droits d'auteur, suscite actuellement un très grand intérêt. Donc c'est pour ça que nous allons présenter aujourd'hui une méthode qui traite la protection de la propriété intellectuelle. Donc comme c'est montré dans le schéma suivant, comme vous voyez, nous avons une image sur Internet et nous avons deux personnes. On a le hacker, celui qui a piraté l'image, et on a le propriétaire de l'image. Donc le pirate dit que cette image c'est la mienne, par contre le propriétaire dit non, s'il vous plaît, aidez-moi à protéger ma propriété intellectuelle. Donc les questions qu'on doit poser, l'image appartient à quelle personne, comment peut-on savoir et comment on peut répondre à la problématique de la propriété intellectuelle. Donc voilà. La solution envisagée par les chercheurs, c'était le tatouage des images numériques. Alors, qu'est-ce que le tatouage des images numériques? Tout simplement, c'est un ensemble des techniques et des méthodes qui permettent l'insertion d'une signature ou bien une marque dans un document numérique. Comme vous voyez dans l'image suivante, c'est un tatouage qui est visible et on a le type de tatouage qui est invisible. Alors, parmi les buts qui traitent le tatouage numérique, c'est l'identification de la propriété du document, la lutte contre la fraude et le piratage informatique, et bien sûr la protection des droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Le principe du tatouage repose sur le schéma qu'on a montré ici. Donc, nous avons un document initial, ça peut être l'image originale, nous avons la marque qu'on va insérer dans l'image, nous avons une clé de chiffrement. Alors ces trois éléments vont se réunir pour achever la phase de l'insertion, pour arriver à la fin à avoir un document tatoué. Donc pour tester la robustesse de cette méthode d'insertion, on va appliquer des attaques qui vont nous permettre d'avoir soit la détection de la marque insérée, soit de l'extraire carrément de l'image originale. Alors, les caractéristiques, ou bien les contraintes d'un bon tatouage, ou bien d'un bon marquage, on a trois contraintes, ou bien trois critères, qui sont l'imperceptibilité, la capacité et la robustesse. L'imperceptibilité, ça veut dire la marque doit être invisible, ou bien imperceptible. La robustesse, ça veut dire la méthode d'insertion doit être robuste contre les différentes attaques. La capacité, c'est le taux d'insertion de la marque par rapport à l'image originale. Pour les techniques que nous avons utilisées dans notre approche, on cite la transformée en ondelette discrète, la transformée en cosinus discrète, la décomposition en valeur singulière et la notion de l'entrepôt. Alors, la transformée en ondelette discrète, comme vous voyez dans le schéma suivant, nous avons une image originale sur laquelle on va appliquer un bond de filtre, un filtre passant et un filtre passe-bas, pour avoir dans l'étape 1 les deux coefficients de la dualité L et H. Dans la deuxième étape, on va réappliquer le bond de filtre, filtre passant et filtre passe-bas sur les deux coefficients L et H pour avoir les quatre coefficients de la DWT. Prenons en considération que le LL c'est l'approximation, les autres coefficients sont les détails de l'image. Et pour avoir à la fin une image résultat, c'est la DWT de l'image originale.
Alors, la SVD, ou bien la décomposition en valeurs singulières, on a ici, supposons qu'on a une matrice X, ou bien une image. Si on applique la SVD, on va la décomposer en 3 matrices. On a 2 matrices qui sont orthogonales, une Y, et une matrice qui est diagonale. Cette matrice contient les valeurs singulières sur lesquelles on va insérer notre marque ou bien notre signature. Alors, le processus d'insertion de la marque passe par plusieurs étapes qui sont citées ici. Elles sont schématisées dans le schéma suivant. Donc voilà. Au début, l'image originale, on va appliquer sur cette image la DWT. Pour la décomposer en 4 coefficients, on va prendre les coefficients RH et HH et on va les découper en plusieurs blocs. Après, on va calculer la valeur de l'entropie. Et on va sélectionner la valeur maximale. Alors, proposons que la valeur de l'entropie, c'est les 2 blocs qui sont en rouge, la valeur maximale. On va prendre ces blocs, on va les appliquer à la DCT pour avoir 2 matrices. Et ces matrices A et D, on va après appliquer sur ces matrices la SVD pour récupérer les valeurs singulières qui sont ici, le SA et le SD. De l'autre côté, on va appliquer la DWT sur la marque pour récupérer la matrice B après l'application de la SVD, toujours pour récupérer la matrice diagonale. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tatouer le bloc en rouge. On va faire l'addition par un facteur de marquage de SW avec SA pour tatouer les blocs qui sont en rouge. Pour récupérer à la fin la matrice S2 et la matrice S3. Dans cette étape-là, on a achevé la partie insertion. Pour la partie extraction, on va juste appliquer le processus inverse, la DCT inverse, la SVD inverse, DCT inverse et DWT inverse, pardon, pour avoir notre image tatouée. Alors, pour les métriques du test que nous avons utilisées pour prouver notre méthode, ou bien pour prouver la robustesse de notre méthode, c'est le PSLR et le SC comme métrique de test. Donc, pour les résultats expérimentaux, là, comme vous voyez dans le schéma, dans ces figures, nous avons l'image originale que nous avons pris comme image d'insertion. Et on a la marque, ou bien la signature qu'on va insérer. C'est le logo style, ou bien une écriture. Après l'application de la méthode d'insertion, on va obtenir l'image tatouée et on va extraire les marques qui existent dans le bloc LH et dans le bloc HH. Donc, comme vous voyez, la marque extraite dans le bloc HH est plus visible que l'autre bloc. Donc, toujours pour dire que notre méthode elle est robuste, nous avons appliqué différentes attaques. Donc, on a le noise, la rotation, l'infiltré, etc. Donc, comme vous voyez, on a l'attaque, on a l'image tatouée, et on a présenté les 2 marques extraites des blocs, toujours LH et HH. Alors, toujours on montre ici les attaques que nous avons appliquées. Et là, nous avons un tableau qui résume, les statistiques ou bien les métriques de test que nous avons utilisées, le PSNR et le SC. Alors nous avons ici 100 attaques, nous avons eu un PSNR de 58,049. Ça veut dire que la différence entre l'image tatouée et l'image originale, on peut dire qu'elle n'existe pas visuellement. Après l'application de l'attaque, nous avons eu ces résultats du PSNR et du LC pour les différentes attaques que nous avons appliquées. Donc on voit que le PSNR varie de 11 jusqu'à 29 selon le type d'attaque appliquée. Donc pour conclure, on peut dire que la méthode que nous avons proposée respecte les 3 critères ou bien contraintes du tatouage.
qui sont la robustesse, la perceptibilité et la capacité. La méthode est robuste contre différentes attaques. La méthode protège la propriété intellectuelle du propriétaire des images. Et comme perspective, là nous avons utilisé le tatouage numérique dans le domaine fréquence et multirésolution. Et après on va essayer, eh bien, nous allons étudier le processus du tatouage dans le domaine multidirectionnel. Et merci pour votre attention. Ce sont les plateformes LMS, Learning Management System. Ces systèmes-là permettent de faire le déploiement du contenu éducatif, la gestion de l'accès aux différents modules de formation, l'inscription et l'enrôlement des étudiants. Elle permet aussi de faire le stockage des informations telles que le temps écolé, l'historique et les réponses des étudiants. Donc, après avoir parlé sur la classification d'usage, on va parler sur les mécanismes d'adaptation existants. Donc, mais il faut faire une distinction entre les différents termes qui peuvent être utilisés dans l'adaptation. On a 4 termes qu'on peut trouver dans la littérature essentiellement: l'adaptativité, l'adaptabilité, la personnalisation et l'extensibilité. Pour l'adaptativité, c'est la capacité à une adaptation automatique du système aux besoins individuels des apprenants. Ici, on parle d'une adaptation automatique du système en vue des apprenants. Pour l'adaptabilité, c'est la possibilité d'adapter le système aux besoins de l'institution, côté du logo, côté des couleurs, etc. Pour la personnalisation, c'est la possibilité pour l'apprenant de personnaliser son propre interface. Et pour l'extensibilité, c'est surtout côté des plateformes open source, c'est modifier ou d'étendre le code source par déployer. Pour les mécanismes, toujours les mécanismes d'adaptation, selon Brzezinski et Paterno, l'adaptativité qui nous intéresse dans notre présentation peut suffire l'hypertexte, par exemple, combien on peut les cacher. On a le tri des liens, il s'agit de faire un tri en fonction de pertinence, dans un ordre décroissant de pertinence. Le deuxième niveau d'adaptation, c'est l'adaptation de contenu. Donc, il consiste à sélectionner les différentes ressources, que ce soit des ressources images, texte, animation ou vidéo selon le modèle de l'apprenant. Par exemple, il s'agit de présenter le même concept, la même définition sur plusieurs formats, texte, image ou une séquence de vidéos selon les préférences de l'apprenant. Pour le faire, on a un ensemble de techniques aussi. On a le texte expansif. Donc, cette technique permet de déterminer les fragments de contenu qui sont étendus ou bien qui sont rétrécis en fonction des modèles de l'apprenant. On a les fragments conditionnels, ça signifie que le choix de la partie de l'information à afficher ou bien par le système sera en se basant sur les informations fournies en relation entre le modèle de l'apprenant et le concept de relation de modèle de domaine. On a les pages variantes. Cette technique consiste à développer des pages selon les différents niveaux. C'est presque un peu difficile ou bien impossible de le faire. On a aussi l'approche basée sur le cadre. Dans cette technique, on utilise des cadres comme moyen d'intégration de l'information qui peuvent être soit affichés, cachés, classés ou présentés en alternance selon les règles pédagogiques définies auparavant. Donc, le dernier niveau d'adaptation, c'est l'adaptation de la présentation. Dans cette adaptation, on essaie de faire une mise en page des éléments d'après l'interface de communication avec l'apprenant. À ce niveau-là, on a 2 méthodes existantes pour le faire. On a le multilangue. Ça veut dire que l'objectif de cette méthode, c'est de présenter les différents langues possibles selon chaque apprenant. Et l'apprenant a la possibilité de choisir la langue convenable avec son niveau et avec ses préférences. La deuxième méthode, c'est la mise en page. Donc, la méthode de mise en page comprend toutes les alternatives possibles requises pour l'adaptation de la présentation, que ce soit au niveau de la taille, du couleur, de la police, etc. Donc, voici un schéma qui résume l'ensemble des niveaux, les 3 niveaux de l'adaptation, ainsi que l'ensemble des techniques qui peuvent être utilisées dans chaque niveau. Donc, côté de l'utilisation de ces techniques d'adaptativité au niveau des systèmes SHAD, on a par exemple le système SHAD LMHT de Brzezinski. Il utilise l'annotation des liens avec le tri d'annotation. On a aussi le système KBS et PRO qui utilise aussi l'annotation des liens avec le guidage direct.
Par contre, le système Tongo, donc ici je ne parle pas de Tongo de l'application du smartphone, mais un système SHA qui s'appelle Tongo, qui utilise l'insertion et le retrait des fragments avec la notation d'ILM. Donc, on a vu l'ensemble des techniques utilisées dans la première catégorie. On va voir maintenant l'évaluation, ou bien les techniques d'adaptativité utilisées dans la deuxième catégorie. Donc, à ce niveau-là, on va vous présenter une synthèse des travaux réalisés par les auteurs Graf, Tailleur et Zambo, qui ont utilisé l'approche KWS. Cette approche utilise des symboles pour évaluer le poids, et le poids représente la valeur maximale de la performance de chaque catégorie. Et pour le résultat, on fait une sommatisation des valeurs de performance par symbole, et on aura des résultats comme présentés dans cet exemple. Donc, pour faire l'évaluation des plateformes e-learning, donc ces auteurs-là, ils ont fixé 8 catégories à évaluer dans chaque plateforme. On a l'outil de communication, les outils pédagogiques, la gestion des utilisateurs, l'usabilité et l'adaptation. Donc, on va s'intéresser plutôt à l'adaptation. Donc, dans cette catégorie, ils ont la subdivisée en 4 sous-catégories. L'adaptativité, l'adaptabilité, la personnalisation et l'extensibilité qu'on a présentées auparavant. Pour l'adaptativité qui nous intéresse encore, ils ont fixé un ensemble d'attributs tels que la notation des objets d'apprentissage, la notation des objets de communication et l'adaptation dynamique de contenu. Pour chaque attribut, ils ont fixé un poids. Par exemple, si on a une adaptation dynamique, on va lui attribuer un étoile. Si on n'a aucun attribut, ça veut dire qu'il ne présente aucun outil d'adaptation, on va lui donner un 0. Donc le tableau suivant, il résume l'ensemble des résultats de la catégorie d'adaptation. Cette évaluation a été faite sur 10 plateformes e-learning. Donc, comme vous voyez, Moodle a obtenu le meilleur résultat. Comme interprétation de ces résultats, l'adaptativité, ça veut dire l'adaptativité d'une façon automatique de système, elle n'est pas développée dans la majorité des plateformes e-learning. Par contre, l'adaptabilité, la personnalisation et l'extensibilité, elle est très bien soutenue ou bien très bien développée. Côté des tests qu'on a effectués sur Moodle, au niveau de l'adaptabilité, Moodle propose plus de 180 différents thèmes qui sont disponibles et qui peuvent être utilisés par l'administrateur. Au niveau de la personnalisation des apprenants, on a la possibilité de choisir parmi les plus de 40 langues. Au niveau de l'extensibilité, elle est très bien développée au niveau de cette plateforme, que ce soit avec de nombreux plugins ou bien avec l'API existante. Et au niveau de l'adaptativité, il inclut une seule fonction appelée leçon, dans laquelle les apprenants peuvent être dirigés automatiquement à travers des pages en fonction du résultat des exercices proposés après chaque page. Donc, on utilise la technique de guidage direct. Donc, dans cette présentation, on a essayé de présenter 2 grandes catégories des UAH en fonction des mécanismes d'adaptation existants. On a présenté ici une synthèse d'évaluation de 10 plateformes e-learning. Comme résultat de cette évaluation, l'adaptativité n'est pas adoptée dans les plateformes e-learning, et on a obtenu les meilleurs résultats et présente la plateforme la plus utilisée dans le monde. C'est pour cela qu'on est en train de travailler, presque on est en finalisation d'un prototype, d'un prototype d'un framework qui permet d'intégrer des mécanismes d'adaptativité au niveau de la plateforme e-learning. Dans l'objectif, on va lui appliquer au niveau de l'université, on va essayer d'étudier son impact sur un large nombre d'apprenants. Donc voici l'ensemble des références. Donc notre présentation touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. Bienvenue à vos questions, remarques et suggestions. Merci. On continue la thèse avec le laboratoire système de transport au sein de l'Université de technologie de Belfort. Notre projet sur la conception et réalisation d'un système intelligent pour l'analyse automatique des conversations textuelles dans le but de déterminer les comportements sociaux des apprenants engagés dans un travail collaboratif. Donc, sur la direction de M. Sim, M. Vincent Hilaire, M. Yassine Abache et Mme Raja Touhni. Bon, notre plan, je vais commencer par l'introduction, ainsi que l'architecture et fonctionnement de notre système. Nous avons mis en place une expérimentation, puis une analyse intuitive des messages, les indicateurs calculés par notre système, résultats, enfin, conclusion et notre perspective.
Donc notre CGT, c'est dans le cadre des environnements informatiques apprentissage dans le but d'accompagner accompagner les tuteurs et les apprenants dans la formation à distance. Donc l'apprentissage collaboratif et toute activité donc, dans le but de partager des informations, de communiquer, de gérer, de résoudre des problèmes. Donc parmi les difficultés rencontrées dans les formations à distance, c'est comment déterminer le comportement social des apprenants engagés dans un travail collaboratif. Donc il y a séparation dans le temps, dans l'espace, donc c'est très difficile de déterminer le comportement social des apprenants à distance. En présentiel, c'est très facile, donc il y a des gestes, il y a les émotions, en présentiel, c'est très facile de déterminer le comportement social de chaque apprenant, mais à distance, c'est très difficile. Donc notre objectif, c'est donc seule manière pour analyser l'échange entre les apprenants qui travaillent à distance, c'est l'échange par des messages. Donc l'objectif, c'est l'analyse des messages pour déterminer le comportement social des apprenants. Donc voilà, nous avons proposé une architecture pour l'analyse automatique des messages. Donc il y a la partie de pré-traitement, il y a la partie d'analyse et calcul des indicateurs, il y a la partie logique floue qui va automatiser l'association des comportements sociaux. Donc pour la partie pré-traitement, il y a la partie récupération de le but de récupérer les messages à partir de la plateforme de formation à distance et préparer pour différents niveaux ultérieurs. Donc il y a le niveau filtrage, c'est pour objectif de éliminer les termes qui n'apportent pas aucune information au niveau de classification du message. Donc supprimer automatiquement des mots qui n'apportent aucune information permettant de catégoriser ou bien d'analyser les messages. Donc un exemple de filtrage, donc après le filtrage on a 26 termes, donc avant le filtrage on a 26 termes, après le filtrage 17 termes. Donc la partie lématisation, c'est pour objectif de normaliser le message, dans le but de faciliter la détermination ou bien faciliter la classification des messages. Donc on s'intéresse aussi à l'analyse du contenu du message. Donc c'est l'automatisation, c'est une technique pour normaliser les messages, c'est rendre les verbes à l'infinitif et supprimer les formes plurielles. Donc les démarches pédagogiques que nous avons demandé aux étudiants de créer des groupes de 4 apprenants pour travailler sur des projets mobiles planifiés par des tâches entre le génie logiciel, c'est la rédaction de cahier de charge jusqu'à le test et l'implémentation et test des projets. Donc dans le but d'analyser les interactions entre les apprenants pour chaque tâche et associer ou bien déterminer le profil de chaque apprenant dans chaque phase du projet. Par exemple, si l'apprenant 1 il est animateur dans la phase d'analyse cahier de charge, ou bien il est animateur ou bien vérificateur dans la phase de l'implémentation. Ça veut dire que l'apprenant il a une vue sur le comportement social de l'apprenant. Il est très bien en rédaction de cahier de charge, ou bien il est très bien en implémentation au niveau de gestion d'équipe ou bien l'affectation des tâches. Donc, pour soutenir leurs travaux, nous avons demandé aux étudiants nous avons mis en place un système de formation à distance plateforme mode. C'est un objectif de faciliter la communication entre les apprenants, permettant aux membres des mêmes groupes de communiquer, organiser, partager des idées, contribuer des informations. Donc, à partir des travaux dupliqués, nous avons remarqué qu'il y a pour chaque groupe, travailler en groupe, chaque équipe travaille en groupe, et il y a 4 profils. Il y a le profil animateur, il y a le profil vérificateur qui tourne indépendant. Parmi les critères, il y a le volume d'intervention, il y a le type d'intervention, il y a les réactions entraînées. Donc ce sont des caractéristiques pour déterminer le comportement social de chaque apprenant. Par exemple, le profil animateur exige un volume d'intervention important, il exige un suivi de réaction entraînée important et type d'intervention, toujours l'animateur il propose, il gère les conflits entre l'équipe, donc ce sont des types d'intervention spécifiques à chaque profil. Donc, après la mise en place de cette expérimentation, nous avons demandé aux tuteurs de faire une analyse intuitive. Ça veut dire chaque tuteur il va lire le message, il va associer
catégorie pour chaque message. Par exemple, le message qui invite par exemple, de proposer, donc c'est un message de catégorie animateur, toujours l'animateur qui propose. Le vérificateur qui vérifie, par exemple, qui vérifie des problèmes. Identifier les actes de langage. Donc pour chaque profil, il y a des actes de langage spécifiques pour chaque profil. Nous avons associé un profil, donc nous avons demandé au tuteur d'associer un profil à chaque apprenant. Par exemple, l'apprenant X est un profil vérificateur, bien l'apprenant Y est un profil indépendant de l'équipe, donc il fait rien. Donc les 4 profils apprenants, nous avons adapté les travaux de Plity pour notre recherche, c'est que l'animateur fait une proposition pour un message d'organisation, pour encouragement, intervient pour calmer des conflits contre l'indépendant. Ces interventions semblent décalées par rapport à la discussion pour qu'ils seront non suivis de réactions entraînées. Donc c'est très difficile d'analyser les messages et déterminer les comportements sociaux à distance. En présentiel, c'est très facile. Par contre à distance, c'est très difficile. Donc pour chaque catégorie, pour chaque profil, nous avons proposé des actes de langage. Donc d'après les recherches, d'après la validation avec les directeurs de thèse, des encadrants, nous avons proposé un ensemble des actes de langage. Par exemple, le profil vérificateur, accepter, refuser, vérifier, ce sont des actes de langage spécifiques pour un profil vérificateur. Pour le tuteur, toujours il fait des propositions, toujours il pose des questions, comment il utilise des termes pour poser des questions. Donc nous avons, pour enrichir la base de données de notre acte de langage, nous avons utilisé le synonyme pour enrichir la base de données, notre base de données des actes de langage, afin d'analyser le contenu du message. Bon, parmi les indicateurs, donc notre système a besoin des indicateurs pour calculer, pour déterminer le comportement social. Il y a deux types d'indicateurs. Il y a indicateur de matière qualitative et quantitative. La matière quantitative, c'est le volume d'intervention. Ça veut dire la centralité de l'apprenant par rapport au groupe. Ça veut dire le volume d'intervention, c'est une forte, donc il y a une nature quantitative et une forte activité des étudiants et est prouvée par le nombre de messages postés par le forum. Donc ce sont des indicateurs de nature qualitative. Le volume d'intervention, le nombre de messages postés par l'apprenant sur le nombre total des messages fois 100, c'est le ratio d'intervention. Donc pour la présence des actes de langage, donc d'après l'analyse, d'après la classification des actes de langage, nous avons calculé la présence des actes de langage pour chaque catégorie. Donc par exemple, la présence des actes de langage vérificateurs est égale au nombre des actes de langage vérificateurs sur le nombre total des actes de langage. Donc l'objectif est d'analyser chaque message. Donc chaque message lancé par un apprenant, on fait l'analyse, on calcule la présence des actes de langage. Pour calculer la présence des actes de langage. Pour le troisième indicateur de nature qualitative, c'est le fil de discussion. Donc pour le principe de discussion, c'est arborescent. Donc ce fil de discussion, il y a des questions-réponses. Nous avons présenté le fil de discussion sous forme d'arbre afin de faciliter le calcul de deux indicateurs. Il y a par exemple un résultat d'analyse de calcul des indicateurs, donc par exemple un volume d'intervention. Donc on s'intéresse à l'analyse message par message. Donc deux indicateurs permettant de calculer la réaction directe et indirecte. Donc réaction directe, c'est les réponses directes sur un message lancé par apprenant après le lancement d'un message par apprenant. La réaction indirecte, c'est l'intervention faite après le lancement du message. Donc il y a deux indicateurs. Donc, après le calcul des indicateurs, nous avons le résultat de l'analyse des systèmes. Donc, parmi le résultat de l'analyse des systèmes, nous avons voilà un exemple des résultats d'analyse des systèmes pour le groupe 1, dont la première phase, c'est la rédaction de cahier de charge. Nous avons calculé le résultat par notre système, c'est le ratio d'intervention, la présence des actes de langage ou bien le type d'intervention et les réactions entraînées, la réaction directe et indirecte. Après le calcul, nous avons proposé des plages. D'après les statistiques, en utilisant
l'intervalle de confiance pour définir des plages. On dit par exemple le volume d'intervention entre 40 plages 40 et 100, ça veut dire qu'il est important. Donc nous avons associé, d'après nos calculs, nous avons associé manuellement le profil pour chaque apprenant. Donc pour l'apprenant 1, il est un animateur dans la première phase du projet, et l'apprenant 2, l'apprenant 3, il est indépendant dans la première phase du projet. Comme vous voyez ici, l'apprenant 2, il est devenu un vérificateur dans la deuxième phase du projet, c'est l'analyse et conception. Donc après, nous avons demandé, c'est le résultat d'analyse intuitive du tuteur pour comparer les deux résultats. Donc les résultats obtenus lors de cette expérimentation semblent confirmer notre approche de déterminer les mêmes profils calculés par le système et associés par les tuteurs. Donc voilà, nous avons demandé au tuteur d'associer un profil à chaque apprenant. Après, nous avons demandé les statistiques, ça veut dire les statistiques pour associer le profil à chaque apprenant. Nous avons remarqué que les mêmes résultats pour le calcul du système et l'analyse intuitive dans notre message. Donc, j'ai présenté le sujet, j'ai présenté l'architecture de notre travail. Nous avons mis en place une expérimentation, nous avons proposé des indicateurs pour déterminer le comportement social des apprenants. Donc, notre perspective, c'est d'automatiser la détermination des comportements sociaux par un système multi-agent, par un système logic flow, c'est plus proche raisonnement là où il y a une base des règles. Donc nous avons développé la partie logic flow en attendant la validation par les directeurs thèse et les encadrants. Par la suite, nous avons proposé un architecture système multi-agent développé par la plateforme Janis, c'est une plateforme développée par l'Université technologique de Bilbao. Nous sommes en train d'implémenter la partie système multi-agent qui va jouer le rôle de négociation entre les agents pour déterminer un profil pour chaque apprenant. Merci pour votre attention. Je vais faire une introduction sur le sujet. Ensuite, je vais expliquer le principe et les avantages des systèmes LBNC. On va traiter ensuite le problème du PAPR ou bien facteur de crête. Après, je vais présenter les effets des amplificateurs non linéaires sur le signal LBNC. Et on va passer à la réduction du PAPR des signaux LBNC avant de conclure. L'introduction, les modulations multiporteuses sont un outil ou bien une alternative aux modulations monoporteuses. Je présente pas mal d'avantages. Premièrement, la robustesse face au canal sélectif en fréquence. Ensuite, la simplicité de réalisation grâce à une simple LFT. Ils sont aussi robustes face aux interférences entre canaux et entre symboles. Le principe est simple. Une suite de symboles qui est en série, on va la convertir en parallèle et on va la multiplier par des sous-porteuses pour qu'elles soient envoyées en parallèle. Il y a différents types ou variantes de modulation multiporteuse. La plus célèbre et la plus populaire. Elle est utilisée dans beaucoup de standards de télévision numérique, terrestre, la DSL, Wi-Fi, WiMAX et d'autres systèmes. Il y a aussi une autre alternative
qui est basé sur la transformée en nom-D. La troisième alternative qui nous intéresse ici, c'est FDS ou bien Filterbank Multiclavier. Donc, modulation multiporteuse basée sur les banques de filtres. Le problème ou bien la problématique qu'on va traiter, qui est commune à toutes les modulations multiporteuses, c'est le problème du facteur de crête qui est élevé. Puisque pour toutes les modulations multiporteuses, il s'agit de la somme de plusieurs signaux. Cette somme introduit un facteur de crête élevé. En général, on peut définir un facteur de crête comme la moyenne entre la puissance maximale du signal et la puissance moyenne. On va revenir sur le facteur de crête après. Avant ça, on va présenter le principe du système FBNC. Le principe est simple. Comme toute modulation multiporteuse, on a des symboles en série, on les transforme en parallèle, comme vous voyez. On va les multiplier par un filtre prototype dont les coefficients, par exemple, ici on a pris la taille du filtre 3, H0, H1, H2. Cette multiplication est appelée étalement fréquentiel pondéré. On étale chaque symbole sur le filtre prototype. Comme résultat, on obtient un symbole étalé, comme vous voyez, est multiplié par les trois coefficients et la même chose pour T1 et T2 et les autres symboles. Après, on affecte chaque sortie du filtre à une porteuse et on fait après une ligne de tête. L'opération inverse de tout ça est faite à la réception. Les avantages du système FBNC par rapport à l'OBN, parce qu'on doit présenter la justification pourquoi on va utiliser des systèmes FBNC. Donc, premièrement, meilleure efficacité spectrale, parce qu'il n'y a pas d'ajout d'intervalle de gaz, comme le cas pour l'OBN, parce que l'OBN utilise un intervalle de gaz pour éliminer les interférences entre les canaux. Il y a aussi meilleure séparation entre les sous-canaux, parce que les lobes secondaires du filtre prototype dans le cadre de l'EBNC sont atténués par rapport au cas de l'OBN. Un PAPR moins élevé que celui d'un signal OBN. Donc le PAPR, on a parlé tout à l'heure, est moins élevé, mais il reste quand même un PAPR élevé par rapport aux modulations monoporteuses. Donc l'inconvénient majeur des systèmes FBNC, c'est un peu complexe à implémenter. Le problème du PAPR, la définition du PAPR, on peut définir le PAPR comme le rapport entre la puissance maximale du signal ramené à sa puissance moyenne. Donc le rapport entre la puissance maximale et la puissance moyenne. Pour un signal FBNC, de moyenne M, le PAPR est défini par l'équation suivante. Comme vous voyez, le maximum du signal sur la moyenne du signal. Avec test, la durée d'un symbole FBNC. Toujours dans le problème de PAPR, il faut parler de la CCDF, ou bien Complementary Cumulative Distribution Function, ou bien la fonction de répartition du PAPR. C'est la fonction qui est dans la probabilité qu'une certaine valeur du PAPR soit supérieure à une valeur définie. On va voir ça dans la formule. C'est la fonction complémentaire de la répartition du PAPR. La CCDF est définie par, comme vous voyez, la probabilité qu'une certaine valeur du PAPR soit supérieure à la valeur actuelle gamma. Sa formule est donnée par cette équation. Donc, on a tracé la CCDF, ou la distribution du PAPR pour un système OBN pour plusieurs sous-porteuses, dans le cas de 128 jusqu'à 1024. On peut remarquer que lorsque le nombre de sous-porteuses augmente, le PAPR augmente. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Pour le cas de 128 porteuses, le PAPR est un peu
les autres cas. On a tracé aussi la CCD, la distribution du PAPR pour le cas du FBMC, pour le nombre de supporters 128 à 1024. La même chose, on remarque que lorsque le nombre de supporters augmente, le PAPR augmente. Ici, on a fait une comparaison entre la distribution du PAPR pour l'OPDM et le FBMC. Comme j'ai déjà évoqué, le PAPR pour les systèmes OPDM est plus élevé que dans le système FBMC. Le PAPR pour le système FBMC c'est en bleu et le PAPR pour le système OPDM c'est en rouge. On remarque que le PAPR pour l'OPDM est plus élevé que dans le cas de FBMC. Donc on passe au sujet. Au vif du sujet, donc le problème, pourquoi l'augmentation du PAPR influence sur les systèmes FBMC. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise des amplificateurs, le PAPR influence sur le comportement de l'amplificateur. Comme je dis ici, un PAPR élevé signifie une puissance élevée et par conséquent un effet sur le comportement de l'amplificateur de puissance. L'amplificateur ne fonctionnera plus dans sa zone linéaire et provoquera donc des erreurs au niveau du signal de sortie qui augmenteront le taux d'erreur binaire. Le modèle d'amplificateur qu'on a utilisé, c'est ce qu'on appelle SSPA ou Solid State Power Amplifier. Et cet amplificateur a un effet sur l'amplitude du signal. Donc, c'est ça l'équation de l'amplificateur. Concernant la phase, il n'appuie pas sur la phase, donc la réponse en phase est nulle. Après, on a tracé les courbes pour un système OPDM avec utilisation de l'amplificateur. Et un système OPDM, ça c'est la courbe du taux d'erreur binaire en fonction du SR, du rapport signal sur bruit. Donc le taux d'erreur binaire en fonction du rapport signal sur bruit pour différents supporters et pour deux systèmes OPDM. Pour un système, on a utilisé un amplificateur SSPA, et pour l'autre système, on n'a pas utilisé un amplificateur SSPA. Quand vous remarquez, le taux d'erreur binaire diminue lorsqu'on utilise un système OPDM avec un amplificateur. Donc les courbes en haut, ce sont d'un système OPDM sans utiliser les amplificateurs. Donc vous voyez l'effet on remarque aussi l'effet des amplificateurs sur les systèmes FBMC, en particulier le taux d'erreur binaire d'un système FBMC. Il y a plusieurs méthodes. Donc plus célèbre c'est la partial transmit sequences PTS. Dans cette méthode séquence, pour chaque séquence on fait une IFFT, puis on multiplie par une phase et ensuite on fait la somme peut restituer le signal envoyé. Il y a aussi une autre méthode, on ne divisionne pas le signal, mais on le prend et on le multiplie chaque échantillon du signal par une phase, P1 jusqu'à PU, et on fait une IFFT. Après on sélectionne le signal qui a le minimum, le PAPR le moins élevé. Il y a d'autres méthodes, grid-in and filtering, il y a compounding, il y a calling-in, tone reservation, tone injection. Ce que nous envisageons, c'est d'essayer d'appliquer ces méthodes pour trouver la méthode la plus adaptée au système FBMC et ensuite, par conséquent, trouver la méthode qui réduit le plus le PAPR du système FBMC. Il y a aussi la considération
extension. Comme conclusion, l'importance des systèmes FBMC. Il y a beaucoup d'avantages dans les systèmes FBMC par rapport au système européen, comme j'ai déjà présenté. Donc, réduire le PAPR et par conséquent limiter les effets des amplificateurs de puissance sur les performances des systèmes. Donc, l'objectif majeur, c'est de limiter les effets des amplificateurs non linéaires sur les systèmes FBMC. Donc, en perspective, on peut explorer les résultats de ce qu'on a fait avant, donc l'étude du PAPR, dans un contexte coopératif. Donc, on peut utiliser la modulation à base de banque de bits ou bien la FBMC dans un contexte de communication coopérative. Donc, comme j'ai dit, faire une étude du PAPR dans un système coopératif à base de modulation à la modulation FBMC. Voici les références et merci. Merci. Utiliser les méthodes déjà utilisées dans le cadre du ProLabDem, comme j'ai dit. Donc, si vous voulez plus de détails sur l'application du VPN, vous pouvez me contacter. C'est ça l'objectif final d'un système de télécommunication. L'objectif majeur, c'est diminuer le. Est-ce qu'il y a des pourcentages d'arrivée concernant votre travail? Non, concernant. Non, mais j'ai des systèmes déjà existants.